Alors, le festival s'appelle l'Iran par-delà les frontières. C'est un festival qui a pour sous-titre aussi Panorama des cinémas iraniens contemporains, puisqu'il se propose de mettre en relation les différents films qui sont tournés aujourd'hui par les réalisateurs iraniens, que ce soit à l'intérieur de l'Iran avec ou sans autorisation, ou bien à l'extérieur de l'Iran à travers les différentes diasporas. Et donc, l'idée, dès la première édition, c'est-à-dire l'année dernière, était d'essayer de dégager les grandes tendances de ces cinématographies iraniennes. Et donc, pour cette deuxième édition, on a davantage de films proches dans le temps. L'année dernière, on avait des films qui étaient réalisés entre 2020 et 2025, et cette année, c'est véritablement des films entre 2023 et 2026. Donc, on est un peu plus resserré, même si ces films ont bien sûr été tournés avant les événements récents qui se sont produits en Iran depuis un an, même s'ils sont sortis un peu plus tard pour des raisons de post-production. Mais il nous a semblé important d'avoir donc des films beaucoup plus proches et davantage aussi de films réalisés à l'intérieur de l'Iran pour aussi essayer de réfléchir sur la situation actuelle depuis un an, depuis le dernier festival. Comment on arrive à sortir les films? Alors, les films que l'on montre ont des vendeurs internationaux ou des distributeurs français, puisque c'est soit des films inédits, soit des films en avant-première. Mais ça a tout de même été un problème parce que pour certains films, en tout cas pour un des films, on aurait aimé avoir une meilleure copie pour travailler au sous-titrage, et on n'a pas pu avoir une autre copie que celle que l'on avait, et qui avait déjà été sous-titrée, mais on aurait aimé donc la retravailler, mais on n'a pas pu avoir une autre copie, disons, pour le faire, en raison de la situation effectivement, qui faisait que Internet était coupé, que il était difficile, voire impossible, de nous envoyer des films durant toute la période de la guerre, c'est-à-dire depuis le 28 février dernier. Donc, c'est vrai que par rapport à quelques points finalement qui nous ont impactés, mais qui n'étaient peut-être pas non plus indispensables, mais on a eu effectivement des soucis pour pouvoir éventuellement, comme on l'avait souhaité, retravailler sur un seul film. Mais sinon, les vendeurs internationaux, les distributeurs, avaient déjà les films que nous voulions montrer. On n'avait pas fait d'appel non plus cette année, mais on le fera l'an prochain, des appels à films, c'est-à-dire pour que des réalisateurs qui n'auraient pas encore la possibilité en fait de montrer leurs films dans les festivals puissent nous les envoyer, mais il nous semble important de le faire donc pour la prochaine édition. Donc effectivement, pour les deux premières éditions, ça a été des films qui passaient par des circuits traditionnels de festivals. Il y a combien de films qui sont réalisés en Iran ? C'est une industrie qui tourne autour de 120, 150 films. Oui, c'est aussi important qu'en France, et notamment en matière de courts-métrages, où là, les estimations sont autour même de 1000 à 2000 courts-métrages réalisés par an en Iran, qui sont encore une fois des chiffres assez proches de ce qui se fait en France. C'est-à-dire qu'on a affaire à une véritable industrie du cinéma qui existe, qui est reconnue, même si elle est très encadrée. Mais invisible. Non, elle n'est pas invisible. Il y a beaucoup de films iraniens qui sortent en Iran. D'ailleurs, le fait que l'Iran soit
Donc, un pays qui n'a pas de relations diplomatiques avec les États-Unis. Par conséquent, il y a très peu de films américains, parfois ils peuvent être montrés dans le cadre de festivals qui ont lieu aussi en Iran, mais en repassant par la censure. Donc, tout ça existe, mais ils n'ont pas, ces films américains, de véritables sorties. Et donc, c'est compensé par une production importante à l'intérieur de l'Iran. C'est une forme de protectionnisme. Je me suis occupé de la sélection à partir des films qui parfois avaient été montrés dans certains festivals, dont j'avais connaissance parce que ils avaient pu être déjà montrés et recevoir éventuellement des prix, mais c'était donc aussi en relation avec des distributeurs et des vendeurs internationaux avec qui on avait travaillé pour la première édition. Et ce qui est ressorti de cette sélection, ça a été des films. Alors, c'est vrai que c'est passé par mon choix, en fait, mais je trouve, pour avoir déjà montré ces films, donc à Ivry notamment, que ces films dessinent en fait une cartographie de la situation de l'Iran d'aujourd'hui, puisque, à mon grand étonnement, alors que l'actualité n'arrête pas de changer, ces films résonnent en fait encore avec l'actualité, mais peut-être pas avec l'actualité immédiate, mais comme une sorte de réponse à la situation de l'Iran. C'est que on montre des films comme un film qui s'appelle The Waste Man d'Ahmad Bahrami, qui est un film en noir et blanc, format carré, avec un parti pris très fort, de ce réalisateur dont les 2 films précédents étaient sortis en France. Il avait fait un film qui s'appelait The Wasteland, qui était sorti en 2020, et The Waste Town, qui était aussi sorti en France en 2022. Et il poursuit en fait son travail, mais je trouve que The Waste Man, donc qui est encore inédit en France, est un film encore plus radical que ces 2 films précédents, et qui a une résonance assez surprenante avec l'actualité iranienne. Et de la même manière, un autre cinéaste qui s'appelle Hadi Moharer, qui avait fait un film, son film antérieur, qui s'appelait L'odeur du vent, qui était sorti aussi en France, a fait donc un nouveau film que nous montrons dans le festival, qui s'appelle D'Erno, où là aussi, il pousse plus loin ses recherches du film précédent. Et ce radicalisme, pour moi, est en résonance, encore une fois, avec l'actualité iranienne. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ces cinéastes, en fait, prolongeaient leurs recherches et que ces recherches-là montrent aussi un état d'esprit qui, en fait, semble être celui que partagent beaucoup d'Iraniens par rapport à une situation actuelle qui exacerbe des tensions qui existaient précédemment, mais on a l'impression que ces films, en fait, avaient anticipé finalement l'idée d'une continuité à la fois esthétique pour eux-mêmes, mais aussi par rapport à une situation historique de l'Iran, parce que l'idée de la fin, du terme d'un parcours réapparaît véritablement dans ces films, qui souvent sont donc même le prolongement d'un film antérieur, avec des éléments nouveaux. Donc le cas de ces 2 films, pour répondre aussi à la question précédente, avait été décidé en fonction du fait que ces réalisateurs avaient déjà été découverts en France, mais qu'on n'avait pas vu leur dernier film encore. C'est en fonction du travail cinématographique de ces auteurs qu'on pense être des noms
qui commence à être connu en dehors de l'Iran, mais qui mériterait d'être davantage vu. Et ce que j'ai oublié de dire précédemment, c'est que dans le cadre de notre festival, nous rendons deux hommages en fait à deux grands réalisateurs iraniens. Abbas Kiarostami, qui est décédé il y a 10 ans maintenant. Et pour lui rendre hommage, nous montrons la toute première interview qu'il a donnée en Europe en 91, qui est un document qui est resté longtemps inédit. Et un autre réalisateur important qui s'appelle Bahram Beyzoi, qui est décédé le 26 décembre dernier. Et là encore, donc nous avons programmé un de ses films qui est Bachou le petit étranger dans la version restaurée de 2025. Et il se trouve que comme nous rendions hommage à Abbas Kiarostami, et dans le cadre de cet hommage, nous montrerons notamment un film irakien inédit qui s'appelle Songs of Adam, qui lui est dédié, mais il nous est apparu que beaucoup de films récents comme donc D'Erno, The Waste Man ou bien Bluish, qui est un film de Vahid Parshad, il nous est apparu en fait que l'influence de Kiarostami restait très présente dans le cinéma iranien contemporain et c'est aussi un peu ce qui nous a guidés dans le choix des films. C'est-à-dire que pour nous, c'était important de montrer que le réalisateur auquel nous voulions rendre hommage, pas nécessairement en montrant, en faisant une rétrospective de ses films, puisqu'il est suffisamment connu, mais en montrant des documents rares, mais aussi son influence sur une autre cinématographie, qui est donc la cinématographie irakienne. C'était aussi de montrer que dans le cinéma iranien contemporain, chez de jeunes réalisateurs, il y avait bien aussi un héritage qui venait de son cinéma et qui nous permettait peut-être de mieux comprendre, encore une fois, la réalité présente de l'Iran et de la mettre en perspective par rapport à un avenir. On pourra effectivement à nouveau rendre hommage à des réalisateurs et à des réalisatrices. On pense bien sûr à Marjane Satrapi, puisque nous avons malheureusement évoqué aussi sa disparition lors du festival. Mais ça sera à chaque fois en essayant de voir l'héritage au présent de leur œuvre, puisque le sous-titre du festival, donc le festival s'appelle l'Iran par-delà les frontières, et aussi bien Kiarostami que Marjane Satrapi incarnent parfaitement en fait ce cinéma iranien transnational, mais aussi l'autre titre donc du festival est Panorama des cinémas iraniens contemporains, donc le souci de voir ce qu'il en est aujourd'hui de cette influence dans le travail des réalisateurs iraniens contemporains. Dans la mesure aussi où chaque fois qu'on parle d'un film iranien, on est amené, alors là encore plus compte tenu de l'actualité, mais de toute façon à parler de l'Iran contemporain, d'essayer aussi d'expliquer l'histoire iranienne qui éclaire le présent, et c'est à la fois une demande des spectateurs et une nécessité par rapport aux films, puisque les films eux-mêmes s'inscrivent et dans une mémoire du cinéma et dans une histoire de l'Iran qui est nécessairement aussi politique, marquée par des événements particuliers. Alors, les films que l'on montre concernent aussi bien des films qui sont tournés avec autorisation ou sans autorisation, mais là aussi, il faut parfois remarquer qu'il y a des films qui peuvent avoir une autorisation de tournage, mais qui n'ont pas d'autorisation de sortie, et des films qui, même tournés sans autorisation, continue parfois à être tourné comme c'était le cas avant 2022. C'est-à-dire, par exemple, le film Bluish qu'on a programmé est un film qui est tourné sans autorisation, mais où l'actrice principale, qui est une actrice connue,
qui s'appelle Soa Niasti, qui a joué dans Women and Child de Saïd Roustahi, où elle jouait la sœur cadette, en fait, celle qui allait épouser donc l'ancien fiancé de sa sœur aînée. L'actrice, que ce soit dans Women and Child, dont le film tournait avec autorisation, elle tourne couverte, portant le voile, et dans Bluish, qui est un film tourné sans autorisation, elle a aussi une capuche tout au long du film pour qu'elle puisse continuer à tourner par ailleurs en Iran, mais le film a été tourné sans autorisation, donc aborde des sujets qui n'auraient certainement pas été acceptés par la censure, et comme l'avortement, par exemple, comme la drogue, enfin, ces sujets-là sont abordés de façon assez libre dans le film, et le suicide aussi, qui est un des sujets du film. Néanmoins, le film reste comme avant 2022, puisqu'il y a aussi une autre tendance, qui sont les films donc, qui ont été tournés après le mouvement Femmes, Vie, Liberté, donc après le 16 septembre 2022, donc films sans autorisation, où les actrices ne portent plus le voile, mais ce qui fait que ces actrices, souvent, sont amenées aussi à, après ce tournage, quitter l'Iran, ou travailler au théâtre et non plus pour le cinéma, puisque leur carrière au cinéma devient beaucoup plus compliquée, ou en tout cas ne sont plus forcément sollicitées. Donc en fait, tout ce contexte-là est rappelé chaque fois que je montre les films et que j'essaye d'expliquer cette situation qui est faite de beaucoup de cas particuliers, c'est-à-dire que il y a effectivement des films, mais moi j'aurais tendance à dire que, par exemple, Bluish est aussi un film très radical dans son propos, même si il reste dans le cadre, disons, d'un certain nombre d'interdits pour permettre justement à ces actrices qui acceptent de tourner sans autorisation de pouvoir aussi avoir une carrière par ailleurs. Et il y a d'autres films qui peut-être prennent effectivement plus de risques, mais qui engagent autrement ensuite la suite de la carrière des participants. Et on essaye dans ce festival de rassembler en fait ces films, mais en rappelant à chaque fois leurs conditions, leur contexte de tournage, mais pour aussi essayer de dégager une image d'ensemble en fait de la situation du cinéma iranien. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il y a une différence entre le cinéma et le théâtre? Alors, quand tu dis qu'il y a des comédiennes qui... Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, quand je dis théâtre, il faut savoir que il n'y a pas de différence dans la mesure où, effectivement, elles sont aussi obligées de porter le voile, mais il y a davantage de pièces clandestines qui sont montées en Iran. Et donc, mais ces pièces clandestines s'adressent donc à un public qui sait qu'il va y avoir ces représentations. Et mais une actrice, par exemple, parce que disons que on peut faire appel à des actrices qui sont interdites, mettons, de jouer dans des films, dans des pièces qui sont aussi des pièces clandestines, ou bien dans des pièces qui répondraient aussi au cadre de la censure. Mais ce à quoi je pensais, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de pièces de théâtre clandestines qui sont montées et qui permettent à certaines actrices qui refusent de jouer sans voile, en fait, d'avoir une carrière théâtrale, mais clandestine, qui peut-être expose moins, parce que dans la mesure où ça s'adresse à un public plus restreint et un public qui a l'habitude en fait de fréquenter ces scènes clandestines iraniennes qui existent et que le pouvoir contrôle moins, parce qu'un film forcément voyage à l'étranger, un film est davantage vu, un film apparaît comme défiant davantage les lois, alors que tout ce qui relève d'une scène clandestine, d'art vivant, en fait, qui peut être plus facilement, comment dire,
limité par le pouvoir et davantage susceptible de pouvoir se produire sans susciter la même action contre et la même interdiction. Mais ça reste une clandestinité qui fait qu'on s'adresse pas au public aussi important que. Il y a un public. Mais il y a un public qui va justement aussi, qui soutient tout ce travail-là. Il n'y a pas la même chose au niveau du cinéma avec des vidéos clandestines ou des DVD clandestins. Il y a des projections de films qui sont tournés sans autorisation, mais de façon très très limitée, c'est-à-dire que ça se fait donc de façon secrète, parfois effectivement aussi avec achat des places chez des particuliers, mais ça peut pas se faire. Il y a une projection ponctuelle, il peut pas y avoir une projection pendant une longue durée. C'est-à-dire que, voilà, il faut pas qu'on sache que on montre ce film-là régulièrement chez ce particulier, voilà. C'est des films en résistance. C'est des films en résistance qui parfois, par exemple, un des films que nous montrons, qui s'appelle Moi, Mariam, les enfants et 26 autres personnes, c'est un film qui a été tourné donc sans voile. Pas toutes les actrices, certaines actrices dans le film donc apparaissent sans voile, et c'est l'un des premiers films après le mouvement Femmes, Vie, Liberté où apparaissaient donc des actrices sans voile. Ce film a donc été tourné sans autorisation de tournage ni de sortie. Il n'a pas eu d'exploitation en Iran. Il a été montré dans plusieurs festivals en Europe. Et en Iran, il y a eu quelques projections privées. Voilà. Donc, certaines personnes ont pu le voir sous la forme d'une salle avec des personnes qui étaient averties de la projection de ce film. Et en Iran, il y a combien de salles de cinéma ? Il n'y en a pas tant que ça. Le parc est à peu près entre 400 et 500 salles, ce qui n'est pas énorme par rapport à un pays comme l'Iran, mais c'est aussi paradoxalement ce qui est à l'origine de la censure. C'est-à-dire que si il n'y avait pas ces salles de cinéma, peut-être que, par exemple, donc il n'y aurait pas de films de cinéma, ce qui voudrait dire que les films ne seraient pas vus dans un espace public. Ils seraient vus, comme ça a longtemps été le cas, par exemple, en Arabie Saoudite, pendant une grande partie, même une trentaine d'années. Là, il y a quelques salles qui ont ouvert à partir de 2018, mais pendant à peu près 30 ans, il n'y avait pas de salle de cinéma, ce qui faisait que dans les films, et surtout dans les téléfilms saoudiens, parce que du coup, il n'y avait pas de films de cinéma, en fait, dans les scènes d'intérieur, lorsque les femmes sont seules, elles ne portent pas le voile, puisque c'est des téléfilms qui sont vus dans l'espace privé, et donc, quand le personnage est dans un espace privé, il n'est pas tenu à porter le voile. Alors qu'en Iran, comme les actrices jouent aussi dans des films qui sont montrés dans des salles de cinéma, quelle que soit l'action, même si elle est toute seule dans sa salle de bain, elle est en public. C'est-à-dire, elle est montrée dans une salle de cinéma, donc elle doit avoir la tête couverte. Donc elle aura une serviette sur la tête, elle sera habillée d'un peignoir, etc. Et donc, en fait, paradoxalement, la censure est plus virulente en Iran qu'en Arabie Saoudite sur certains points, parce que, par ailleurs, il y a des salles de cinéma, donc comme lieu public, qu'il n'y a pas eu pendant longtemps en Arabie Saoudite. Et donc, cette distinction ensuite n'existe plus entre téléfilm et film, puisqu'une actrice qui joue dans une loi qui est valable pour un film l'est aussi, du coup, pour un téléfilm, même si le téléfilm ne sera pas vu dans une salle de cinéma, mais on partira de cette même idée et donc n'est pas appliquée de la même manière en Arabie Saoudite. Donc, en fait,
enfin voilà, donc en fait, ces salles de cinéma montrent peut-être une plus grande ouverture d'esprit des Iraniens, mais c'est aussi traduit par le côté très strict de la censure. Toutes les villes, les grandes villes et les villes ont des salles de cinéma, c'est-à-dire que ça fait partie d'un loisir, même d'un des rares loisirs très prisés par les Iraniens, avec donc une production aussi nationale importante qui fait que qu'il y a des stars en Iran. Ça, par contre, là, on peut comparer d'une autre manière à l'Inde, c'est que il y a de véritables stars qu'on a découvert finalement assez tardivement en Europe. Moi, je dirais que c'est véritablement avec Asghar Farhadi, avec une séparation, peut-être un peu avec à propos d'Eli avant, qu'on a découvert qu'il y avait ces actrices et ces acteurs professionnels iraniens qui parfois commencent même très jeunes. Golshifteh Faraoni a commencé à l'âge de 14 ans, Taroneh Ali-Dousti, qui est cette autre très grande actrice iranienne, mais aussi un peu réalisatrice, parce que sa dernière apparition, récemment en décembre dernier, c'était dans un documentaire de Pegah Ohangaroni, mais qu'elle avait aussi en partie réalisé elle-même, puisque Pegah Ohangaroni, qui est une réalisatrice qui a tourné un film qui a été montré au dernier festival de Cannes, qui s'appelle Viendra la Révolution, qui a eu l'œil d'or du meilleur documentaire, donc ne vit plus en Iran, mais a fait un portrait de Taroneh Ali-Dousti, et Taroneh Ali-Dousti elle-même s'est filmée, donc elle est aussi, voilà, mon lapsus, donc elle n'est plus actrice, parce qu'elle a pris parti pour le mouvement Femmes, Vie, Liberté, elle a décidé de ne plus tourner, même clandestinement. C'était sa réponse, en fait, à la situation de l'Iran. Mais, donc, on a pu la voir dernièrement, en décembre dernier, expliquer sa vie à présent, mais aussi son soutien toujours à la contestation iranienne. Et donc, c'est une actrice qui a commencé, elle, à l'âge de 15 ans et qui est devenue donc aussi une très grande actrice, puisque même son premier film s'appelait « Moi, Taroneh, 15 ans ». Donc, en fait, mais c'était une fiction, mais déjà qui la lançait presque comme une star dès son premier film. Les films qui marchent le mieux sont des comédies, sont des films de guerre, des films qui peuvent être des films de propagande, qui peuvent susciter effectivement l'enthousiasme du public, mais ça reste tout de même un espace public qui reste contrôlé, qui peut pas donner lieu à des débordements et qui est surveillé aussi. C'est-à-dire que dans la salle de cinéma, il peut pas, il y a une mixité, mais cette mixité, du coup, est aussi surveillée. Donc ça reste un pays autoritaire, un pays sécuritaire, un pays où toutes les libertés que on souhaiterait voir et qui, en réalité, existent, mais de l'initiative des citoyens. Donc, on aimerait que, par exemple, on verra pas, de la même manière qu'on verra pas sur l'écran une femme sans voile, on verra pas entrer dans un cinéma une femme sans voile. Voilà, c'est-à-dire que tout reste tout de même surveillé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus dans la société iranienne, donc il y a un défi par rapport à ces interdits, et comme ce défi est massif, le pouvoir ne peut pas en fait tout contrôler, et parmi les images qui peuvent sembler complètement dérisoires, qui nous arrivent d'Iran depuis la guerre, depuis la trêve, on va dire, c'est beaucoup, par exemple, non seulement des femmes sans voile, mais des femmes sans voile qui se promènent avec leurs chiens, ce qui était interdit et qu'on ne voyait pas avant. Bon, on ne peut pas entrer dans une salle de la sorte, mais ça montre que la société, en fait, change et que quand bien même elle passe par des phases extrêmement violentes,
des révolutions, d'une certaine manière, qui ont commencé, continuent, et même vont plus loin, et donc font naître l'espoir de ce changement, même si personne ne sait comment, quand il aura lieu définitivement, mais il continue, et donc les films accompagnent ce mouvement-là, qu'ils soient tournés avec autorisation, ou bien sans autorisation, ou bien que ce soit des films de la diaspora. Pour moi, il y a un mouvement, en fait, qui continue à exister, et qui est aussi un mouvement qui va du côté de la vie, même si ce pays est constamment confronté à la mort, extérieure et intérieure, donc à une répression et à une guerre, mais avec toujours cette force vitale qui, pour moi, définit son cinéma aussi. تنگو ولی اون که به جای رسیده اون جایگاهش و مدیون اونیه که جنگیده